Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Hellraiser 3, Rare on Earth, le troisième volet de la saga. Réalisé par Anthony Raycox, qui a auparavant signé la diptyque Musée des horreurs, c'est un classique du film d'horreur que je n'avais, avouons-le, jamais vu. Préparez-vous donc à une réaction en direct. J'ai été littéralement choqué par la fin. Il y a 6 mois, je n'y aurais pas prêté attention, mais l'information change tout. Bref, allons-y par étapes. On commence avec un étrange objet exposé à la galerie Pyramide. Un jeune homme découvre une statue rotative, celle qu'on a vue à la fin du deuxième film, ornée de visages de démons, de figures humaines. Hurlante et la boîte à énigmes. Un homme apparaît, affirmant que la statue n'est pas à lui, qu'elle appartient au jeune homme. L'explication? Le simple fait d'être attiré par l'artefact scelle le destin. Il faudra tout de même payer. Ensuite, Han Soo-jo, une jeune journaliste ennuyée par son travail monotone. Le destin la conduit à l'hôpital où un homme est admis avec des blessures étranges, des crochets et des chaînes lui sortent du corps. Avant de le déchirer littéralement. Pas de scoop sans image. Joy se rend à la Boiler Room, le club de nuit d'où provient le jeune homme. Ce club appartient à J. P. Monroe, l'acheteur de la statue. Là, elle rencontre Terry, Paula Marshall, que vous connaissez peut-être de Le Sorcier 2, une témoin de la scène à l'hôpital. Terry révèle que le jeune homme a volé la boîte de la statue et qu'elle la retrouve ensanglante. Et devinez quoi? La boîte est maintenant entre les mains de Joy. 1992, la cigarette est omniprésente. Nos personnages fument à tout va, invitant le spectateur à faire de même. En galerie, au lit, même pendant une scène de sexe, avec une pointe de dégradation de la femme. Terry offre une cigarette à Joy, qui refuse, prétendant arrêter. La réponse de Terry? Oh, arrête, c'est pas grave. Tu comptes vivre éternellement? Passons. Une fois la boîte retirée, J.P. Monroe introduit sa main dans le trou laisse vacant. Une râle-mort, son sang éclaboussait la statue, réactivant le mécanisme. On apprend que c'est Terry qui a trouvé la statue pour J. P. Elle aide maintenant Joy à comprendre ce qui se passe. On retrouve des liens avec le premier film, avec des documents de la clinique du Dr Chanard, d'où la boîte est passée au galeriste actuel. C'est là que Kirsty Cotton a été soignée pour sa paranoïa, ses visions des démons de la boîte étant alors discréditées. Joy est contactée, par son père décédé dans ses rêves et à la télévision, puis par Elliot Spencer lui-même, via une vieille radio. On la voit, en magnifique chemise de nuit blanche, évoluer parmi les cadavres, symbole de pureté. Le capitaine, amusant, la qualifie de courageuse pour serrer la main d'un fantôme. Elliot Spencer veut que Joy l'aide à détruire sa part démoniaque. Presque comme dans l'Ark. Pourquoi J.P. Attire-t-il ces femmes? J.P. Monroe est clair, il veut leur énergie, corrompre leur génétique. Pour lui, c'est pure luxure. Mais qu'est-ce qui motive les femmes? L'attirance pour un homme beau et riche? Chacune se croit unique, persuadée de pouvoir le conquérir. Un comportement féminin classique, cette croyance en notre supériorité. Étrangement, les cénobites agissent de manière autonome. Ils déchirent et emportent une femme simplement parce qu'elle s'est approchée. Hypothèse, le sperme de J. P, porteur de son ADN, combine à l'achat de la statue, le choix, fait de chaque victime un élément de la statue. Pinhead sait tout sur les gens, comme le meurtre des parents de Monroe. Monroe essaie de résister au démon, mais est facilement convaincu de le rejoindre. Pinhead n'a besoin que d'une dernière victime pour se manifester physiquement. Monroe voulait offrir Carrie, mais devient lui-même la victime, offerte par Terry. L'argument final de Pinhead, l'enfer ne se venge pas d'une femme rejetée. Terry sera-t-elle épargnée? Peut-être, pour le moment. Elle devient plus tard un cénobite. Pourquoi les clients du club sont-ils aussi victimes? Ils n'ont pas ouvert la boîte, pourtant. Ils sont venus dans un lieu imprégné de symboles de peur et de douleur, volontairement, et donc, peuvent être détruits. Une nuit infernale à la Boiler Room.
Joy doit affronter les Cénobites seul, sans peur. J'adore la façon dont Pinhead manipule des objets pour atteindre Joy. Puis, il utilise contre elle celui qui l'a aidé. Le docteur, premier arrive sur les lieux, devient un Cénobite, chassant Joy. Elle trouve refuge dans une église. Le prêtre, typique, nie l'existence des démons, les qualifiant d'allégories. J'aime ça, les prêtres qui croient en Dieu, mais nient le mal. Il devra pourtant se rendre à l'évidence, les Cénobites envahissant l'église. Et les histoires de Terre Sainte, de croix? Joy accomplit sa mission, mais la boîte est une porte à double sens. En la refermant, elle aspire les Cénobites. Joy se retrouve dans un autre monde, retrouvant son père, qui s'avère être un démon. J'ai eu peur que la boîte disparaisse, ruinant les 7 films suivants. La part obscure d'Elliot l'emporte, Pinhead le consume. Le capitaine ordonne à Joy d'envoyer Pinhead en enfer. Elle noie la boîte dans du ciment. Et là, j'ai failli tomber de ma chaise. On y trouve une sculpture, un disque sectionne, dans un immeuble de bureaux dont les murs intérieurs reproduisent le motif de la boîte. La paranoïa est justifiée. L'immeuble évoquait les banquiers, ceux qui contrôlent le monde. Les sphères déchirées existent réellement, œuvre d'Arnaldo Pomodoro, symbolisant la terre et la religion, mais ici, une victoire de l'ennemi. Je repense au QR code du 2e film. Ce film d'horreur, que j'adorais jeune, est plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut lire Clive Barker pour comprendre ce qui est repris de l'œuvre originale. Après avoir vu les 10 films, je dirais que les 3 premiers forment une trilogie, les autres étant des films sous la même marque. Même si certains sont réussis. Le 4e explique l'origine de la boîte.